Comme vous êtes très observateur et très logique, vous avez pu voir qu'il y avait de l'eau en permanence dans le port de Paimpol, alors que quelques centaines de mètres plus loin, la marée étant basse, il n'y en avait pas ou peu. Le port est donc un bassin à flot, ou plutôt des bassins à flot, car il y a deux bassins. Voilà, il y a deux bassins. Il y a le bassin numéro 1 qui est réservé commerce et pêche, disons surtout pour la pêche, ostréiculture, et le bassin numéro 2 qui est réservé à la plaisance. Vous venez d'entendre une précision de Jacques Jolibois, qui est un des éclusiers de Paimpol, car pour garder l'eau, il faut barrer le port, et pour y accéder, il faut une écluse. Avant d'entamer notre visite, que dire de Sisteron ? Sisteron est très opportunément qualifié de « porte de la Provence » par les Félibres de la fin du XIXe siècle. Le Félibrige, précisons-le, est une association littéraire fondée par Frédéric Mistral et 6 autres poètes provençaux pour la sauvegarde de la langue occitane. La ville occupe en tout état de cause une position de première importance car elle marque l'entrée dans le midi de la France et de la Provence, que l'on vienne du nord ou du sud. Les amateurs d'art et d'histoire y voient également une porte du temps. Sisteron a su conserver le cachet de son centre ancien tout en développant ses quartiers neufs. Tout ici témoigne de son riche passé. Les nombreux monuments, dont la citadelle est le plus prestigieux, la cascade des toitures, les tours et les vestiges des remparts sur les berges de la Durance, les portes anciennes et les andrones, ces fameux passages plafonnés. Nous avons demandé à Bruno Lagier, président du pays Sisteronais-Buèche, de nous livrer sa vision des atouts de la ville. Nous l'écoutons. Bien sûr, quand on arrive à Sisteron, le premier monument qu'on rencontre, c'est la citadelle, qui est un monument magnifique. Mais il y a également une cathédrale, il y a également des tours, il y a également de vieilles maisons du Moyen-Âge. La citadelle de Sisteron est l'occasion d'organiser des soirées musicales, ce qu'on appelle les nuits de la citadelle en été, donc d'un cadre merveilleux. Voilà ce qu'on peut dire sur Sisteron et sa région. Traversez dans les clous vers la tour pour rejoindre la tour de l'autre côté. Si vous souhaitez jouer avant de repartir, regardez votre écran. Faites glisser dans le bon plat les ingrédients à votre disposition pour concocter ces 2 spécialités culinaires régionales. Ça vous met en appétit ? N'hésitez pas à les goûter chez nos artisans. Dans ce virage, vous pouvez faire une première halte au niveau du banc. Une occasion d'évoquer l'agriculture et le sylvopastoralisme sur le site. Car vous êtes ici sur un ancien site agricole. Ancien, oui, mais attention, malgré les apparences, l'agriculture n'a pas totalement disparu. En effet, le Conseil général a passé un accord avec un agriculteur local sous la forme d'une convention de pâturage. L'agriculteur en question est un exploitant d'Orpierre qui pratique le sylvopastoralisme. En quoi cela consiste-t-il ? Eh bien, il vient faire paître ses moutons dans les sous-bois une fois par an vers fin juin, début juillet. Il a environ 250 à 280 moutons. Et concrètement, quelle est l'utilité de cette activité ? Ce pâturage en sous-bois permet de manière naturelle de contrôler le développement des herbes et des broussailles, très facilement inflammables, et de contribuer ainsi à la lutte contre les incendies. Comme chacun sait, la lutte contre les incendies est un enjeu majeur en forêt méditerranéenne. Continuons à présent tout droit vers le prochain point d'intérêt. Si vous souhaitez jouer avant de repartir, regardez votre écran. Prenons le temps de faire une pause. Je vous propose un quiz. Regardez votre écran. Sélectionnez les bonnes réponses en cliquant avec votre doigt. Oh. Vous êtes à présent sur la demi-lune.
La demi-lune est un ouvrage de forme triangulaire placé dans le fossé entre deux bastions. Elle a pour fonction de protéger le mur d'enceinte, situé derrière elle, des tirs des canons ennemis. Cette demi-lune protège aussi la porte d'entrée du fort. Elle forme une chicane de protection pour entrer dans le fort, empêchant tout tir et accès direct vers la porte. Pour accéder à l'entrée du fort, il faut d'abord franchir le pont de la demi-lune, puis sa porte, tourner légèrement sur la gauche devant le corps de garde, avant de franchir le pont de la porte d'entrée du fort. Le fort d'Elgrès, comme tous les forts à toutes les époques, a un rôle défensif et non offensif. Nous sommes dans le vieux fort, dans la partie aménagée de 1677 à 1680. C'est le bastion de la mer. Un bastion, c'est l'endroit où l'on place les canons. Il doit donc être bien situé. Par-dessus les créneaux, on voit la rade de Basse-Terre à droite. À gauche, c'est celle de Rivière-Sens, qui, à l'époque, abritait des navires. Regardez à travers les grilles. Vous voyez ces ruines devant vous? Ce sont celles du château de Saint-Clair-sur-Epte, détruit en 1531. Enfin, plus exactement, le donjon d'une ancienne forteresse. Mais de mon temps, ici, le roi Charles le Simple avait une résidence. C'est même pour ça, parce qu'il était là, que nous avons conclu le traité à Saint-Clair. Ah, Roland, vous êtes là. À l'origine, en tout cas, il y avait ici une villa carolingienne. Ensuite, la forteresse a été construite au Moyen-Âge. Pour être toujours prête en cas de siège, elle a 3 puits et 2 caves aménagées. L'une pour les armes, l'autre pour les provisions. Comme ça, ses habitants peuvent tenir longtemps. En plus, il y a un souterrain creusé d'ici jusqu'au prieuré, à côté de l'église. Astucieux et bien pratique, effectivement. Dis-moi, petite, ce sont mes descendants qui ont construit le château médiéval? Pas exactement, Roland. En fait, il a été fortifié pour défendre l'île de France contre vos petits-enfants, en somme. Guillaume le Conquérant, ça vous dit quelque chose? C'est un Normand très célèbre. Et c'est votre... laissez-moi réfléchir... arrière-petit-fils. Je l'aime déjà. Et pourquoi est-il célèbre? Dis-moi vite, je boue! Comme vous, Roland, duc de Normandie, c'était un grand guerrier. Il a même conquis l'Angleterre au XIe siècle à la bataille d'Hastings. Cette puissance a fait de lui l'égal et donc le rival du roi de France. Cette tension dura bien des siècles. Ce château, par exemple, est assiégé au XIIe siècle par les Anglais, avant d'être repris par Philippe Auguste. Vous savez, Roland, la rivière est restée tout ce temps la frontière, toujours en ébullition. Ce n'est qu'au milieu du XIIIe siècle que la Normandie est rattachée à la couronne française. Allez, Roland, on continue la visite? En plus, j'ai rendez-vous au prochain point. Revenons sur nos pas jusqu'à la rue Rouget de Lille. N'ayons pas peur des mots, vous êtes devant un des hauts lieux de l'Ogivie de la Mer, chez Gaude.
Alain Mainguy est désormais le maître des lieux. Je suis le premier homme à tenir le bistrot. Il y a eu que des femmes avant. Ma mère donc, sa tante, la mère de sa tante et sa grand-mère. C'est une étable avant, elle a ouvert ça en 1876. Et en plus de tout ça, un championnat du monde. Tout le monde ne peut pas en dire autant. C'est aux alentours du 1er avril, évidemment, le samedi le plus près du 1er avril. Et c'est le championnat du monde des bateaux à moteur pop-pop. Ah, vous ne connaissez pas cette activité, qui n'est pas encore une discipline olympique, mais ça va pas tarder. Ça marche simplement avec une petite chaudière, de l'eau, évidemment, à l'intérieur, et une source de chaleur en dessous. Une bougie, généralement une bougie. Maintenant, on fait les championnats du monde, puis ça chauffe un peu plus, on met de l'allume-fuel, additionné d'un petit peu d'essence fabriquée. Ça marche bien aussi. Des petits bateaux qui sont pas jeunes, mais toujours fabriqués. C'est fabriqué un peu partout, Pakistan, en Chine, je sais pas, au Mexique, voilà. C'est un moteur à vapeur simplifié, quoi, c'est ça. Totalement. Et qui fait du bruit, qui fait pop-pop. Il y a des moteurs, on peut faire des chaudières, ça marche très bien, ça un serpentin, ça marche pareil, mais ça fait pas le bruit. Ça, c'est disqualifié, ça. Abordons le côté sportif pur. Comment se déroule l'épreuve? Pour le concours de vitesse pure, donc au chrono, on a 2 gouttières de 4 mètres. Et à côté, on met un bassin pour le concours d'élégance. Il y a des gens qui font leur bateau, mais qui vont pas très vite, donc il y a un prix qui est décerné au plus beau bateau qui concourt, quoi. Point fort de ce sport. Il y a possibilité de soudoyer les juges. Il y a 2 juges, vers 19h, un petit peu avant les remises des prix, là, les juges, c'est pour ça qu'on perd un peu les documents. Qui est le champion du monde en titre de pop-up? Ah bah ça, on sait jamais. Il y a un classement, mais il est perdu en fin de soirée, il est toujours perdu dans les restes de bière qui traînent par terre, et voilà. On n'a aucun document sur les années passées. C'est rien que l'amour du sport et de la navigation sans risque. Quel bel esprit.